Salut à toi cher ami. Avant de commencer, j'aimerais te demander une chose toute simple. Est-ce que ça t'intéresserait de te démarquer des autres hommes et de décupler tes opportunités avec la jante féminine? Oui? Alors je ne peux que t'inviter à prendre place, cette vidéo est faite pour toi. Mets-toi à l'aise, prépare-toi un petit quelque chose à boire parce qu'on est parti pour un bon quart d'heure toi et moi. Bon, tu commences à me connaître maintenant. Tu imagines bien que je ne vais pas me contenter de te balancer des conseils bateaux à ce sujet. Ça, tu peux le trouver n'importe où ailleurs. Nous allons donc adopter une approche quelque peu différente. Nous allons analyser en profondeur le marché de la séduction. Tu sais, ce marché où toi et moi sommes les produits. Nous allons analyser ensemble comment les individus, hommes comme femmes, interagissent sur ce marché. Comment chaque sexe use de ses propres stratégies sexuelles pour arriver à ses fins. Quels hommes s'en sortent le mieux? Quel sexe détient véritablement le pouvoir sur ce marché? Comment ce marché a évolué à l'ère des réseaux sociaux et de Tinder? Et comment toi, en tant qu'homme en 2020, tu peux tirer ton épingle du jeu et te démarquer de la concurrence? Cher ami, reste donc jusqu'à la fin, nous allons explorer pas mal de choses intéressantes. Et si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Ici, nous travaillons ensemble à devenir de meilleurs hommes. Donc si tu es un homme ambitieux et en quête d'accomplissement, je serai honoré de te compter parmi nous. Bon, j'ai la curieuse impression que tu commences à t'impatienter. Nous allons donc entrer sans plus attendre dans le vif du sujet. Et quel meilleur moyen d'analyser les rapports hommes-femmes et les dynamiques sociales entre les deux sexes que de revenir en arrière et d'observer l'évolution passée. Un petit détour historique s'impose donc. Replongeons donc dans la période paléolithique, période qui, rappelons-le, constitue 99% de l'existence humaine. Dans cette société simpliste de chasseurs-cueilleurs, la sélection naturelle fut féroce. Sélection naturelle qui est bien évidemment le fruit d'une sélection sexuelle. Mais comment s'opérait donc cette sélection sexuelle, mon cher ami? Disons que dans une société de nomades, dont le seul dessein est la survie, et donc d'assurer chaque jour une pitance, la chasse et la cueillette sont les seules activités essentielles. Dans ce sens, les bons chasseurs-cueilleurs se hissaient naturellement en haut de la hiérarchie sociale. Ils contrôlaient les meilleurs territoires, les territoires les plus propices à l'accès à la nourriture, et disposaient donc d'un avantage reproductif par rapport au reste des hommes. Ce sont les mâles dominants. La loterie génétique les a gratifiés d'une force physique supérieure aux autres, mais aussi d'une forme d'intelligence qui leur permettent de s'en sortir dans un environnement dangereux et hostile. Ils sont plus aptes à assurer la survie de leur descendance et à offrir à une femme les ressources nécessaires pour prospérer. Et crois-moi mon pote, à une époque où le seul besoin qui prime est la survie, il n'y a rien de plus beau qu'un homme peut offrir à une femme qu'une certaine sécurité et des ressources aptes à la survie. Dès lors, la sélection sexuelle s'opère sans pitié. Les femmes, motivées par un instinct de survie, mais aussi par le désir de transmettre les meilleurs gènes à leur descendance, cherchent presque toutes à se reproduire avec les mâles dominants du groupe. De leur côté, les mâles dominants, après avoir conquis les meilleurs territoires, cherchent à étendre leur conquête sur le terrain sexuel. Ils cherchent donc à conquérir le plus de territoires sexuels et donc à assurer leur descendance avec le plus de partenaires possible. On se retrouve donc dans une situation qui vérifie l'équilibre de Pareto. 20% des hommes se partagent 80% des femmes et inversement. Les mâles dominants se taillent la part du lion et les 80% restants d'hommes doivent se disputer les 20% restants de femmes, ce qui donne lieu à une sélection sexuelle féroce qui élimine rapidement les hommes en bas de la hiérarchie des chasseurs-cueilleurs. Et de là, cher ami, nous pouvons faire une première conclusion sur les codes de l'attirance sexuelle de l'homme à l'état de nature. Cela va sans dire qu'en l'absence de contraintes morales, civiles ou religieuses, à l'état de nature, l'homme, le mâle, tend vers la polygamie, tandis que la femme vers l'hypergamie. En fait, dans le but de transmettre les meilleurs gènes à leur descendance, les femmes sélectionnent les meilleurs mâles. Tandis que de leur côté, les hommes essaient d'assurer une descendance en multipliant les conquêtes. On peut faire le rapprochement avec ce que décrivait le philosophe allemand Schopenhauer comme la volonté. Cette volonté que nous ne percevons pas, mais qui s'exprime à travers nous en nous poussant à perpétuer l'espèce, à nous reproduire coûte que coûte, malgré les aléas de la vie, malgré la souffrance de l'existence. La volonté nous pousse, cette volonté qui est limite inconsciente, nous pousse dans tous les cas à nous reproduire. Et donc chaque sexe, ici nous le voyons, use de ses propres stratégies. Les femmes
usent d'une stratégie où elles préfèrent la qualité et les hommes préfèrent la quantité. La question serait donc de savoir si cet héritage préhistorique a su traverser l'épreuve du temps et se manifeste encore dans le marché de la séduction aujourd'hui. Est-ce que les femmes tendent encore vers l'hypergamie naturellement et les hommes vers la polygamie? Et est-ce que ce déséquilibre, ou plutôt cet équilibre de Pareto, se voit et se manifeste encore aujourd'hui? Et je dois te l'avouer, cher ami, c'est une question assez complexe. Mais analysons tout d'abord un terrain tout simple. Tu seras surpris de savoir que sur le terrain des applis de rencontre, cette théorie se vérifie naturellement. Sur Tinder, seule une minorité de gars se taille la part du lion. Les 80% restants d'hommes se disputent les miettes. Et en fait, c'est assez étrange, mais il se passe le même phénomène que 10 000 ans en arrière. Les femmes veulent toutes matcher avec ces gars qui sortent du lot. Et de leur côté, ces gars, devant le nombre d'opportunités qui s'offrent à eux, se permettent le luxe de multiplier les conquêtes. Le reste des hommes, la grande majorité, désespèrent devant le peu d'opportunités qui s'offrent à eux sur l'application. Mais encore une fois, on remarque cette distinction entre les femmes et les hommes, les comportements, les stratégies derrière chaque sexe. Les femmes privilégient encore une fois la qualité. Elles vont essayer de matcher qu'avec les gars qui sortent du lot, le 20% haut du panier ou 10% haut du panier. Tandis que les hommes, qu'est-ce qu'ils font sur l'appli? On le sait tous, on fait quoi sur l'appli? On swipe tout à droite et on voit ce qui sort après. Dès lors, peut-on en déduire d'après la tendance qui se dessine sur Tinder que l'hypergamie et la polygamie sont encore profondément ancrées dans nos gènes? La réponse est non. Pour arriver à cette conclusion, il aurait fallu que Tinder soit une copie conforme, une image conforme de la réalité des relations hommes-femmes. Or, Tinder ne décrit que partiellement la réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul atout de séduction qui prime sur Tinder et c'est le physique. Alors certes, tu me diras, on peut quand même avoir une idée des centres d'intérêt du rang social de la personne à partir de ses photos et de sa description. Mais soyons réalistes, ces facteurs entrent peu en compte sur l'application. Le physique prime à 80 voire 90%. Et donc, quel est le point commun entre le marché de la séduction sur Tinder et le marché de la séduction dans une société de chasseurs-cueilleurs? Tout simplement, le point commun, c'est que ce sont des modèles simples, c'est-à-dire qu'il y a un seul facteur en jeu. Dans une société de chasseurs-cueilleurs, soit tu es un bon chasseur-cueilleur, soit tu ne l'es pas. Soit tu es un bon chasseur-cueilleur et donc tu es apte à la survie, tu es donc doté d'une force physique, tu as un intellect qui te permet de t'en sortir, tu peux assurer la survie d'une descendance, tu peux offrir à une femme des ressources qui lui offrent une sécurité, soit tu ne l'es pas et t'es éliminé. Et pareil sur Tinder, soit tu as un physique très attirant, soit tu ne l'as pas. Et l'histoire se termine ici. C'est ça le point commun. Mais dans la vraie vie, la réalité est beaucoup plus complexe et beaucoup moins monolithique. Bien évidemment, dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de facteurs qui entrent en compte. Toi, mon cher ami, quand tu rencontres une femme dans un bar, dans la rue, où tu veux, peu importe. Quand tu rencontres une femme, il y a tout d'abord la manière de l'aborder, il y a la confiance que tu dégages, il y a le charisme, il y a l'art de parler, l'humour, il y a le feeling, les circonstances de la rencontre. Tout ça fait en sorte que une femme ne te jugera pas comme sur Tinder à partir d'une simple photo, un physique lambda comme ça. Elle te juge sur ce que tu dégages en général. Et il y a des choses, des caractéristiques et des traits de caractère qui sont beaucoup plus attirants, comme la confiance que tu dégages. Ça, c'est quelque chose qui attire vraiment les femmes. Et ça, on ne peut pas le voir sur Tinder. Et donc, la réalité est beaucoup plus complexe. Autre chose, aujourd'hui, on a la chance de vivre dans une société complexe. C'est-à-dire que, contrairement à une société de chasseurs-cueilleurs où les seules activités qui comptent, c'est la chasse et la cueillette, aujourd'hui, il y a des tas de métiers, il y a des tas de disciplines, il y a des tas de branches de métiers, il y a des tas de spécialités dans chaque métier. Et donc, chacun peut trouver sa vocation, chacun peut trouver quelque part un métier qui lui correspond, une utilité dans ce monde. Chacun peut apporter une valeur ajoutée. Autre chose encore, c'est qu'à l'époque, la sélection sexuelle et naturelle était féroce parce que c'était lié à la survie des gens, c'était lié à la survie des femmes aussi. Une femme avait un instinct de survie, elle devait transmettre ses gènes et elle devait transmettre les meilleurs gènes possibles à sa descendance et s'assurer une sécurité. C'était une question de survie. Aujourd'hui, dans les sociétés occidentales développées,
la survie est assurée. Les besoins physiologiques et les besoins de sécurité sont déjà assurés. Donc une femme n'a pas cette peur-là. Et aujourd'hui, encore une fois, à l'époque, l'homme était vraiment essentiel à la survie d'une femme. Parce qu'il devait chasser, il devait affronter le monde extérieur, il devait se mesurer aux éléments. Aujourd'hui, dans les sociétés occidentales développées, il faut dire que après l'industrialisation, après l'entrée sur le marché du travail des femmes en masse, et encore plus aujourd'hui avec la tertiarisation de l'économie, la plupart des jobs aujourd'hui, ça consiste à être assis le cul sur une chaise devant un ordinateur. Et pour ça, il n'y a pas d'avantage à être un homme ou une femme. Les deux peuvent très bien faire ce boulot. Est-ce que pour autant l'hypergamie féminine et la polygamie masculine ont disparu complètement? Je dirais que non. Il y a toujours cette part, cet instinct, ce patrimoine et cet héritage préhistorique qui est en nous. Mais il est vraiment freiné et il se manifeste très peu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on n'a plus ces besoins et il y a eu de nouvelles valeurs morales, de nouvelles conceptions morales qui font qu'il y a un désir de stabilité aussi, chez l'homme comme chez la femme. Avant, une femme devait trouver dans une société de chasseurs-cueilleurs, devait se reproduire avec les mâles dominants, les meilleurs mâles, pour transmettre les meilleurs gènes. Aujourd'hui déjà, il est dur de distinguer les meilleurs mâles, si on peut, mais aujourd'hui la société est moins monolithique comme je l'ai dit. La réalité est plus complexe et chacun peut trouver sa vocation et être performant dans ce qu'il fait et pouvoir subvenir aux besoins de sa descendance, etc. etc. Et d'un autre côté, il y a un désir de stabilité qui freine cette hypergamie féminine, qui l'élimine carrément. Aujourd'hui, une femme a un désir de stabilité, c'est-à-dire qu'elle a envie de construire un couple, de s'installer avec un homme, de construire une relation saine et durable. Peu lui importe d'aller chercher à chaque fois les hommes, les meilleurs mâles. Non, elle veut d'abord une sécurité émotionnelle aujourd'hui. C'est très important. C'est quelque chose qui est très important aujourd'hui dans nos besoins sociaux, pardon. Donc une femme a un désir de stabilité qui freine cette hypergamie, cette recherche des meilleurs mâles, etc. Bien sûr, les femmes sélectionnent quelque peu les meilleurs mâles. C'est elles qui contrôlent et qui sélectionnent un peu. Mais ce désir, cette hypergamie, cette recherche des meilleurs hommes est quand même freinée par un désir de stabilité. Je m'exprime. Comment ça s'explique concrètement? Par exemple, si une femme, on va la noter, on va lui donner une note. C'est une note un peu aléatoire juste pour avoir une idée. Ce n'est pas dégradant, ce n'est pas une note qui décrit sa valeur, sa vraie valeur humaine ou je ne sais quoi. C'est juste une note de désirabilité sur le marché de la séduction, on va dire. On va dire c'est une 6 sur 10. Mais qui cherche à s'installer avec des hommes qui sont des 9 sur 10. Et bien dans cette quête, elle aura peur que le 9 sur 10, lui, a beaucoup d'opportunités. Et donc elle aura peur que ce 9 sur 10 soit frivole et qu'il aille chercher d'autres femmes et qu'il la trompe ou qu'il parte tout simplement avec une autre femme. Donc dans ce désir de stabilité, elle va peut-être viser haut, mais pas trop non plus. Elle va viser un homme qui est un 7 sur 10 pour être quand même sûr qu'il n'ira pas avec quelqu'un d'autre. Maintenant que ceci est dit, il faut aussi témoigner de ce qui est observable sur Tinder et qui est vérifiable dans les faits, dans la réalité. Et il y a un fait qui est observable sur Tinder et qui est véridique, même dans la réalité, c'est que ce sont les femmes qui sélectionnent. Sur Tinder, la plupart des mecs, ils swipent à droite. Ils swipent toi à droite et ils voient. Mais les femmes, elles, sont exigeantes. C'est elles qui sélectionnent. Et ça se retrouve aussi dans la réalité. Ce sont les femmes qui organisent le marché de la séduction. Ce sont elles qui choisissent, en vrai, les hommes. Ce sont elles qui font une sélection. Les hommes sont plus disponibles sexuellement et les femmes sélectionnent les hommes qui leur correspondent. Et aujourd'hui, dans leur sélection, elles essayent de trouver un équilibre entre les meilleurs hommes. Une femme essaie d'optimiser, essaie de trouver le meilleur homme, mais en même temps le meilleur homme qui pourra lui être fidèle, qui ne pourra pas être trop supérieur à elle par peur de le perdre pour une autre. Et c'est cet équilibre entre elle cherche le meilleur homme et le désir de stabilité qui freine cette hypergamie. Donc maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que je vois beaucoup d'hommes perdre espoir. En fait, ce sont des hommes qui n'arrivent pas à faire la distinction entre le monde virtuel de Tinder et la vraie vie. En fait, ils se conforment à l'image de Tinder. Ils se disent, sur Tinder, je n'ai pas assez d'opportunités. Donc ça veut dire que dans la vraie vie, c'est la même chose.
Et pour la plupart, ce sont les jeunes hommes de maintenant qui ont vécu et qui ont grandi avec les réseaux sociaux, Tinder, qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans la vraie vie. Et j'aimerais dire à ces jeunes hommes que la réalité est plus complexe. Si vous allez dans la vraie vie, vous aurez beaucoup plus de chance et vous vous démarquerez des autres hommes. Vous savez, tu sais, toi, jeune homme, quand tu vas parler à une fille dans la vraie vie, tu passes devant tous les gars qui lui parlent sur les réseaux. Parce que tu brûles des étapes, tu te montres audacieux et la vie te récompense à son tour. Alors ne confonds pas Tinder avec la réalité. Sur Tinder, oui, il y a un déséquilibre et il y a vraiment que 20%, 10% des hommes qui s'en sortent le mieux. Le reste désespère et se voit avoir très peu d'opportunités. Mais dans la vraie vie, pas du tout. Ce n'est pas du tout comme ça. Si tu sais te vendre, si tu sais parler, si tu sais aborder de la bonne manière, si tu sais te montrer une bonne image de toi, si tu sais t'en sortir un peu, que tu as un peu de... Tu sais, même si tu es désavantagé physiquement, tu pourras séduire de très belles filles. Crois-moi, j'ai vu beaucoup d'hommes dans la vraie vie qui ont un peu de confiance en eux, qui arrivent à renvoyer une bonne image d'eux et qui arrivent à tchatcher de la bonne manière des filles, et bien ils s'en sortent très bien. Alors que ces mêmes hommes, tu les mets sur Tinder, je pense pas qu'ils auraient beaucoup de chance. Donc ne confonds pas Tinder et la réalité. Ce sont deux mondes complètement différents. D'ailleurs, il faut dire que Tinder n'est pas pris très au sérieux par les femmes. Donc il ne faut pas que tu le prennes trop au sérieux non plus. Tinder, c'est pour une femme une occasion d'être exigeante parce qu'elle peut se le permettre, parce que tous les gars swipe à droite et parce qu'elle cherche à avoir ses meilleurs gars. Elle se dit, si j'ai le haut du panier, tant mieux, sinon, tant pis. Et il y a aussi beaucoup de femmes aujourd'hui, beaucoup de filles surtout, qui sont sur Tinder juste pour gonfler leur ego, tout simplement. Il y a beaucoup de filles en couple, juste là pour gonfler leur ego. Et il y a aussi beaucoup de filles qui sont là, tu l'as déjà remarqué sûrement, qui sont là juste pour avoir plus de followers sur Instagram. Tu te dis oui, je ne suis pas disponible sur l'appli, mais tu peux me suivre sur Insta, viens me parler sur Instagram, blablabla. Tu connais la chanson, c'est juste pour avoir des followers sur Insta. Donc ne prends pas Tinder trop au sérieux. C'est la vraie vie, le vrai marché. C'est la vraie vie qui te donnera les vrais retours sur ta situation, sur les choses que tu dois développer, améliorer. Donc concentre-toi sur la réalité, sur la vraie vie. Bon mon pote, je vais m'arrêter là parce que sinon je risque de faire une conférence à ce sujet. D'ailleurs, j'ai encore beaucoup de choses à dire, j'ai encore beaucoup de choses à te partager. Mais je vais les faire dans une prochaine vidéo et j'aimerais d'abord savoir si ce sujet te plaît vraiment. Si tu veux qu'on continue à aborder ce sujet. Donc j'aimerais te demander une petite chose. J'aimerais juste que tu laisses un petit commentaire si tu veux voir la suite, si tu veux voir la prochaine vidéo. Et je vais te dire maintenant ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment les femmes organisent le marché de la séduction, pourquoi le phénomène, le jeu de pouvoir s'inverse après 30 ans et de ce fait, pourquoi l'institution du mariage, contrairement à ce qu'on nous dit, contrairement à l'émancipation des femmes et la libération des femmes du joug du mariage, de ce mari tyrannique, l'institution du mariage, en dépit de tout cela, favorise les femmes et est dans l'intérêt des femmes. On va voir aussi quel est l'atout principal des hommes et l'atout principal des femmes en séduction. Et enfin, je vais te donner des clés, des vraies armes cette fois pour vraiment t'en sortir dans ce marché de la séduction, te démarquer des autres hommes et décupler tes opportunités. Donc, tu as une seule chose à faire, c'est de me laisser un petit commentaire en bas et de laisser un pouce bleu. Si j'estime qu'il y a assez de commentaires et de pouces bleus, je vais te faire la prochaine vidéo avec grand plaisir. En attendant, prends soin de toi et à très bientôt j'espère. Ah oui, et si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Ciao.